Bon, je sais que j'ai du retard, mais il me fallait vraiment du temps pour digérer le film et réussir à écrire dessus. Faut qu'on parle du nouveau Lantimos. I shall. For it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Pauvre créature est le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Le réalisateur grec revient 5 ans après l'excellent La Favorite qui avait remporté le Lion d'Argent à Venise et qui était sans doute son film le plus accessible. Effectivement, avant ça, on avait eu droit à des délires bien barrés comme Mise à mort du cerf sacré, Canine ou encore The Lobster qui avait gagné le Grand Prix au Festival de Cannes en 2015. Le cinéaste revient ici avec sa folie caractéristique, dépeignant un conte de Frankenstein moderne ultra atypique et abordant frontalement la question de l'émancipation féminine. Et j'ai trouvé ça magnifique. Juste avant de démarrer, je viens de me rendre compte que les films que j'adore et que je critique en 2024 pour l'instant, c'est Zone of Interest, le nouveau Dupieux, et là du coup Pauvre Créature. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, le lien est dans la description. J'ai aussi rédigé une critique des Chambres Rouges, grosso modo, que des films pas du tout aimables et pas du tout consensuels. Bref, lauréat du Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise, Pauvre Créature, ça raconte l'histoire de Bella Baxter, une jeune femme qui est ramenée à la vie par un docteur aussi brillant que mégalo, à savoir Godwin Baxter. Pour une raison qui sera dévoilée assez tôt dans le film mais que je ne vous spoilerai pas, Bella a un corps d'adulte mais se comporte comme une enfant, semblant être dénuée de toute logique et tout savoir-vivre. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. La considérant comme inapte à survivre au monde extérieur, le docteur décide donc de lui interdire toute sortie. Sauf que Bella, elle s'ennuie ferme, elle veut explorer le monde, découvrir les plaisirs de la vie et surtout découvrir sa propre identité. Du coup, à la manière du rite initiatique classique, le personnage va explorer le monde pour le comprendre et se comprendre elle-même. Elle sera accompagnée de Duncan, un personnage incarné par Mark Ruffalo, qui est grosso modo un énorme baiser, le stéréotype du mec qui se vante en permanence de ses performances sexuelles et qui demande à ses conquêtes de pas trop s'attacher et surtout de pas tomber amoureuse, ce qu'on appelle également dans le jargon un énorme connard. Sauf qu'encore une fois, Bella elle a aucun code de la société. Du coup on a un personnage principal particulièrement spontané et authentique qui va s'amuser sans même s'en rendre compte à démonter tous les stéréotypes et les comportements toxiques masculins. Et autant Barbie c'était le niveau 1 du film féministe, même si c'est un film très cool, autant là on est clairement à un niveau au-dessus. Le film est vraiment très drôle, voire jubilatoire, puisqu'il est extrêmement frontal et rentre dedans dans la manière dont Bella répond aux problèmes de la société. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. Le récit n'hésite pas à taper sur les riches et leurs discussions vaines par exemple, ou à l'inverse sur le désintérêt général accordé aux populations les plus pauvres. Mais il traite principalement de l'émancipation d'une femme qui va se libérer d'une emprise paternelle puis masculine. Cette libération va par ailleurs se matérialiser à l'écran avec le passage d'une première partie intégralement en noir et blanc à un festival de couleurs saturées presque pop. On parle donc de cette femme qui est une pure enfant en début de film, qui n'arrive pas à aligner 3 mots, qui se pisse littéralement dessus et qui comprend pas pourquoi ça pose problème de se caresser entre les cuisses lorsqu'on est à table avec des invités. Ouais bon là Bella évite, ça évite ouais. Mais cette femme va évoluer et c'est ultra savoureux de voir comment son esprit va se façonner à travers ses voyages, ses découvertes mais surtout ses rencontres. C'est aussi une femme qui va s'intéresser de plus en plus à la littérature et qui va en ressortir profondément érudite. Et malgré sa compréhension des problèmes et des injustices de la société, c'est un personnage qui va rester tout le temps optimiste, voire un peu candide. Et c'est super malin de voir ce type d'inégalité sociale enfin traité sous un angle rafraîchissant et optimiste, montrant qu'il est toujours possible d'éduquer et d'aller vers le mieux. En tant que spectateur, Bella c'est un personnage qui est irrésistible et qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. À titre personnel, c'est un personnage que j'avais toujours envie de supporter et de soutenir pendant tout mon visionnage. Et c'est génial d'avoir une figure principale aussi atypique et pourtant à laquelle on s'attache sincèrement. À la fin du film, on a vraiment la sensation de l'avoir vu grandir et s'épanouir sous nos yeux, jusqu'à un final qui nous remplit d'émotions, mais surtout de fierté. Il faut alors évidemment qu'on mentionne la performance que tout le monde a commentée, à savoir celle d'Emma Stone, qui est effectivement assez incroyable dans ce jeu flirtant en permanence avec le grotesque.
Et en plus de ça, un jeu qui évolue constamment, passant d'une bête poupée désarticulée à une femme forte et savante. But she's progressing at an accelerated pace. Contrairement au conte de Frankenstein originel, ici le monstre créé, à savoir Bella, ne fait pas peur au monde qui l'entoure de par son physique. Au contraire, elle est une grande beauté et elle suscite le désir de beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs. Ce qui fait peur chez elle, c'est sa liberté de penser et de vivre qui semble sans aucune limite. Elle devient petit à petit maîtresse de ses envies, complètement détachée et insensible face au jugement du monde. Complètement infantilisée et dépendante dans un premier temps, elle devient finalement sujette à toutes les convoitises. Et dans cette société bien trop cadrée, on envie les gens qui osent faire des choses, qui osent sortir des clous et qui osent vivre sans prendre en compte le regard des autres. Elle s'affranchit également de la misogynie et du patriarcat inhérent à la société, sans aucun sentiment de gêne ou de honte, allant jusqu'à être complètement autonome en exerçant un métier à Paris que je ne spoilerai pas, mais qui est la symbolique ultime de liberté et d'émancipation féminine, faisant alors complètement vriller le personnage de Duncan, passant d'un mari violent et possessif à un être complètement débuni et éperdument amoureux. Bon, il faut aussi parler de l'éléphant au milieu de la pièce. L'évolution de Bella se traduit en très grande partie par sa sexualité. Le film utilise des principes quasi freudiens avec Bella qui découvre son corps et qui revendique ouvertement sa passion pour le plaisir, que ce soit personnel ou mutuel. Et elle le questionne elle-même d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que les gens passent pas leur temps à baiser en fait? Du coup, le film regorge d'énormément de séquences de sexe, et je sais que beaucoup de gens l'ont reproché au film. Alors je suis pas vraiment d'accord, même si c'est vrai que c'est un peu gratos à certains moments et que ça peut avoir tendance à desservir le film. En fait, je trouve que le propos du réalisateur est un peu flou à quelques moments et certains discours manquent de profondeur pour être réellement impactants. Du coup, des fois on se retrouve face à des séquences sexuelles très crues sans trop savoir quoi en penser et en se demandant où est-ce que le réalisateur veut bien nous amener. En fait, mon point de vue, c'est que on sent que Lanthimos, il pense tenir son chef-d'œuvre, il pense tenir son film somme. Et du coup, il en fait un peu des caisses. Il pousse un poil trop loin le délire et il veut trop faire ce grand film complètement fou et culte. Et du coup, il s'y perd un peu. De la même manière, on a ce très court passage à Alexandrie qui a une plastique mais absolument splendide, sauf que le réalisateur en fait pas grand chose. C'est bien trop vite expédié et le discours qui en résulte sur les classes pauvres paraît bien maigre. Beaucoup de gens ont d'ailleurs carrément considéré que l'œuvre était problématique, notamment au niveau de la sexualité. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce film, c'est la définition même d'une allégorie avec son univers et ses personnages complètement factices. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un conte, enfin c'est une fable, il faut clairement se détacher d'un quelconque réalisme. Experience everything, not just the good, but degradation. Shall we sing? Horror. D'ailleurs, cet aspect conte me permet enfin d'aborder sans doute la plus grande qualité du film, à savoir ses visuels. On est plongé pendant 2h30 dans des décors extraordinairement créatifs, tout droit sortis de l'imaginaire baroque absolument dingue de Lanthimos. Ça fourmille de détails partout, c'est inventif, farfelu, bref, c'est un pur plaisir en tant que spectateur. Les villes sont des pures hallucinations visuelles résumées à quelques simples bâtiments difformes. C'est vraiment un mélange de steampunk, de rêverie et presque de création faite par intelligence artificielle. Le fisheye, qui était déjà très utilisé dans La Favorite, revient régulièrement ici pour créer ces plans arrondis qui renforcent ce côté difforme et déjanté. C'est absolument splendide, sans même parler du boulot monstrueux sur les costumes. Et le film a coûté 35 millions. Seulement 35 millions. J'en reviens pas. C'est ridicule. Puis je m'étends même pas sur tous les petits détails et toutes les petites idées géniales de l'univers. Je préfère vous laisser la surprise de la découverte qui est ultra savoureuse en tant que spectateur. On a parlé d'Emma Stone, mais toutes les performances sont remarquables. On a par exemple Willem Dafoe donc dans ce rôle de savant fou et mégalo, et c'est génial. Puis on a la bande originale signée Jerskin Fandrix qui renforce magnifiquement cet aspect conte fantastique rempli de bizarreries. And when we know the world
world is ours. Pauvre créature, je trouve que c'est un film qui est rempli de plein de petits défauts, qui est indéniablement imparfait, mais dont la majorité des séquences sont tellement fortes et mémorables que j'ai un souvenir assez extraordinaire de mon visionnage. Et encore une fois, ça ne va pas du tout plaire à tout le monde, mais pour moi, ça reste un énorme coup de cœur.